Bonjour, merci d'être avec nous pour un nouveau rendez-vous de Dimanche en politique, en plein dans l'actualité de cette semaine marquée par le Congrès des maires de France. Des maires remontés contre les réformes et les projets d'économie. Pour comprendre les raisons de ce malaise, 4 invités sur notre plateau. Vincent Chauvet, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire d'Autun, en Saône-et-Loire, Modem, République En Marche. Nathalie Kunders, bonjour. Bonjour, Olivier Mellet. Première adjointe au maire à Dijon, PS. Ludovic Rochette. Bonjour. Bonjour, président des maires de Côte-d'Or, élu les Républicains, et vous êtes maire de Brognon, une petite commune de Côte-d'Or. Et Jean-François Faringue, bonjour. Bonjour. Président des maires ruraux de Saône-et-Loire, maire de Blanneau, commune rurale. Bonjour à vous. En préparant cette émission, je me disais avec un peu d'ironie que soit c'est nous qui n'avons pas d'imagination, et je vous le concède, soit c'est une dépression qui dure chez vous, les maires, parce que c'est un thème d'émission que nous traitons à peu près tous les ans. On va essayer de comprendre pourquoi. Avec une nouveauté cette semaine et cette année, c'était jeudi, le président qui accueille 1500 maires à l'Élysée. On dit souvent qu'en politique, comme en amour, il faut des preuves. Alors, Ludovic Rochette, est-ce que c'était une preuve d'amour du président, vous y étiez, ou est-ce que c'était, comme l'a dit le maire de Saint-Étienne, un dîner de cons? Vous savez, en amour, il faut de la constance. Et si l'histoire d'amour a commencé depuis son élection, elle est quand même assez tourmentée, avec un printemps qui était plutôt sous de bons auspices. On a passé quand même un été qui était une vraie douche froide pour les collectivités. Et puis là, on sent que le président tente de reprendre un lien de confiance, mais ce lien, il est vraiment très, très fragile aujourd'hui. Donc, on va voir dans la durée pour voir si l'idylle existe ou si, au contraire, on commence par un divorce. Votre voisin, Vincent Chauvet, y était aussi. Est-ce que vous avez fait la même analyse? C'était de la câlinothérapie ou c'était un symbole d'accueillir tous ces maires à l'Élysée, ce qui ne s'était jamais fait? Je pense que c'était un symbole de reconnaître l'importance des élus locaux dans la mise en œuvre des politiques. Et effectivement, ensuite, lors du discours devant la plénière du Congrès des maires, le président de la République a reconnu que l'épisode estival avait été un peu chaotique, mais que sur l'ensemble du quinquennat, il y avoir un pacte de confiance qui se caractérise par la fin de la baisse des dotations, je pense qu'on y reviendra, bien sûr, ouais. Et une co-construction qui a peut-être démarré cet été sur des bases un peu fragiles, mais je suis confiant sur le fait que le gouvernement ait l'intention de travailler main dans la main avec les maires. Jean-François Faringue, on sait que beaucoup de maires, en particulier de maires ruraux aussi, étaient très remontés avant cet épisode. Et quand vous entendez vendredi matin François Baroin, le président des maires de France, déclarer, en parlant d'Emmanuel Macron, il a le bénéfice du doute, il y a la volonté d'avancer ensemble. Vous êtes déçu? Vous auriez voulu, on va dire, que la résistance soit plus forte? Écoutez, il traîne dans l'esprit des maires ruraux un très grand malaise depuis plusieurs années, qui est lié donc à différentes choses, une perte de confiance. Mais bon, je dois reconnaître, je les ai interrogés, je dois reconnaître qu'à l'issue de cette semaine, donc il y a eu la soirée à l'Élysée, il y a aussi eu le discours du président de la République, que les maires qui avaient besoin de considération, les maires ruraux qui avaient besoin de considération, ont plutôt apprécié cette semaine. Alors, je ne dirais pas qu'ils sont plongés maintenant dans une très grande confiance, béatitude totale. dans une béatitude totale, mais il s'est passé quelque chose. Donc, affaire à suivre. Affaire à suivre. Et la question que nous posons, c'est, on a le sentiment souvent que la technostructure impose ces projets, quels que soient les changements politiques, quelles que soient les alternances politiques. On a l'impression que les mêmes projets reviennent sur les questions de l'intercommunalité, par exemple, du transfert de compétences automatique de la commune vers l'intercommunalité. On a l'impression qu'il y a des projets dans les technostructures, dans les ministères qui ressortent quoi qu'il arrive. Donc on espère que les directives présidentielles vont être suivies. On va aller sur le fond. Nathalie Kunders, vous représentez une grande ville, la plus grande ville de notre région. C'était quoi les attentes avant ce congrès pour vous? Vous vouliez quoi? Plus d'argent, de la clarification, peut-être une ouverture sur ce qui va pouvoir venir? C'est vrai qu'on attendait une clarification et pour avoir écouté attentivement les discours du président, je trouve que c'est un peu un rendez-vous manqué. C'est vrai qu'il y a certaines inquiétudes des maires, notamment sur leur avenir, sur les efforts que l'on nous demande aujourd'hui, alors que la croissance ne le justifie pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, sur les 12 derniers mois, on voit qu'on a un chiffre de 2%. Les efforts, on les a produits, effectivement, au dernier quinquennat. Les collectivités territoriales ont largement contribué au redressement des finances publiques. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le rapport de la Cour des comptes. Didier Migaud était présent à Dijon vendredi et il l'a souligné. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on estime qu'avec cette croissance qui repart, voilà, on demande encore des efforts aux collectivités territoriales. Et dans le discours, il y a des questions où on n'a pas eu de réponse, puisque et sur les emplois aidés, sur le logement social,
finalement, ça a été pas très clair. Voilà, donc on est assez déçus de ce discours. Le paradoxe, c'est qu'après 7 ans de... Alors, on va déjà définir un acronyme, la DGF, pour ceux qui nous regardent, dotation de fonctionnement, c'est là, pour faire simple, l'argent que l'État donne aux communes. Après 7 ans de baisse continue de cette DGF, elle est stable dans le prochain budget. Et il y avait une opposition annoncée des maires de France, alors que c'était la première année. Finalement, la dotation, elle baisse plus, Ludovic Rochette, vous auriez dû être content. Parce que vous ne parlez que d'une dotation. La DGF n'est qu'une dotation de fonctionnement. Et si on prend l'ensemble des dotations, dans le domaine du sport, par exemple, dans le domaine des agences de bassin, dans le domaine de l'eau, on s'aperçoit que ce sont des dotations qui sont loin d'être stabilisées. Vous voulez dire qu'il y a d'autres chapitres, en fait, d'autres parties d'argent que l'État verse qui, eux, baissent. Et puis en même temps, toutes les communes, enfin les communes rurales principalement, reprennent l'instruction des documents d'urbanisme et des autorisations d'urbanisme qui étaient faits par l'État. Donc dire qu'il y a une stabilité, c'est faux. C'est qu'il y a des transferts qui se font, il y a des dotations qui sont à la baisse, certes, la DGF est maintenue. Par contre, il faudrait qu'on s'extasie de ce maintien. On a quand même eu, avec le précédent quinquennat, une baisse comme on n'a jamais vu. Qui avait commencé sous le quinquennat précédent. Qui avait commencé par être gelé. Et ça, on est d'accord que ce soit sous Sarkozy, que ce soit sous Donc finalement, vous devriez tous être d'accord, puisque droite et gauche ont décidé de baisser les dotations. Donc ici, vous représentez la droite et la gauche, vous devriez tous être contents. Ah non. Voilà, d'accord. Alors là. Peut-être pour la dotation globale de fonctionnement, effectivement, il y a eu un engagement qu'elle soit maintenue, donc ça, on l'acte, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais en même temps, pour reprendre une expression chère à notre président, on va nous demander, sur les 5 prochaines années, de faire un effort de 13 milliards d'euros. D'ailleurs, ce n'est pas non plus très clair. Alors, on nous dit c'est en fonction des dépenses, des choses comme ça. Donc, voilà, on nous maintient quelque chose, mais en même temps... Vous faites partie, une ville comme Dijon, une agglomération comme une métropole comme Dijon, fait partie, effectivement, des plus grosses collectivités de France à qui l'État va demander des efforts. Et il faut savoir que ces efforts, on les fait depuis longtemps. Peut-être que c'était important, effectivement, que des collectivités se remettent en cause et revoient leur organisation en interne. Aujourd'hui, en ce qui concerne la ville de Dijon, il faut savoir que notre masse salariale représente moins de 50% des dépenses de fonctionnement. Donc, il y a des efforts très importants qui ont été faits par les agents de la ville. Ils devaient être faits. Est-ce que ça veut dire, à l'inverse, que pendant longtemps, on ne les a pas faits, ces efforts-là? Peut-être qu'effectivement, il y a eu ce côté vertueux où il a fallu que les collectivités se remettent en question, mutualisent les services. Là-dessus, je pense qu'il y a eu peut-être un effet bénéfique. Maintenant, aujourd'hui, les efforts, je ne vois pas comment on va pouvoir demander encore plus d'efforts à nos agents. Et il faut savoir que les efforts qu'on demande aux collectivités territoriales, c'est aussi les contribuables qui vont les faire. Parce que derrière, c'est le service public, c'est le service qu'on apporte au public qui va à un moment donné peut-être diminuer de par la situation financière actuelle. Pour ces collectivités, on parle des 1,2%, mais pour la ville de Dijon ou la métropole, tout dépendra aussi de l'inflation. Et avec une inflation au-delà de 1,2, ça sera en fin de compte un effort très compliqué à faire pour les collectivités. Vincent Chauvet. Je pense qu'il faut remettre dans un contexte économique global. Il faut voir l'état de la France qui, d'une certaine manière, est le résultat de 30 ans de politique des partis classiques de droite et des partis classiques de gauche. Aujourd'hui, la croissance revient faiblement. C'est aussi le résultat d'une politique économique volontariste du président de la République, mais on est à 100% de dette sur le produit intérieur brut. Donc c'est trop tôt pour desserrer les taux? On doit redescendre sous la barre des 3% de déficit annuel et on doit absolument revenir à un stock de dette soutenable. Aujourd'hui, la France est en quasi-faillite, elle l'est déjà depuis plusieurs années. Ça suppose que tout le monde prenne sa part de l'effort. Il y avait une solution très simple qu'a appliquée le précédent gouvernement socialiste, c'était de couper à la hache et de baisser d'année en année les dotations. Le gouvernement d'Édouard Philippe et d'Emmanuel Macron a décidé quelque chose de plus compliqué et d'en même temps peut-être plus intelligent, de dire on va maintenir les dotations, mais on va demander effectivement des efforts ciblés. On va demander un effort sur l'augmentation, l'inflation des dépenses. Il faudra aller moins vite que l'inflation. Donc oui, on continue à demander des efforts importants aux collectivités. On cible aussi ce qu'on appelle les dodus dormantes, c'est-à-dire les organismes publics, éventuellement les organismes publics locaux qui ont un peu de trésorerie et qui peuvent justement certains offices HLM, par exemple, les agences de l'eau. C'était le mot que je vous voulais. Les agences de l'eau, certains. Et là où le gouvernement fait quelque chose qui n'a pas été fait, c'est que au lieu d'avoir une politique un peu stupide de baisse drastique des dépenses, on va regarder et on va toucher au tabou de ce qu'on n'a jamais fait. La politique du logement, il y aura une grande réforme. La politique de la
fiscalité locale. Le gouvernement a annoncé en 2020 une refonte, parce que là, on parle entre nous, on comprend à peu près les acronymes. Mais quand vous rentrez dans le détail des dotations globales de fonctionnement, d'investissement, la DETR, etc., je défie quiconque de trouver une personne en France, il y en a peut-être une ou deux, qui comprend parfaitement et maîtrise l'ensemble de la mécanique budgétaire. Vous vous inquiétez, là, j'espère qu'il y en a au moins qui sait comment ça marche. Quand même. Non, mais la complexité est délirante. Et donc, justement, on ira vers une réforme globale, quand vous et ça, c'est intéressant. La France, elle est potentiellement en faillite, on est bien obligé de faire des économies. Non, mais je pense que les vous maires entendez cet argument-là? Oui, cet argument est entendu par les maires, que ce soit les maires des villes ou les maires ruraux. Bien évidemment, il faut participer à l'effort de réduction des dépenses publiques qui n'est pas achevé malgré ce qui a été fait. Bon, ce qui nous plaît quand même, nous, maires ruraux, dans la démarche qui est engagée, c'est qu'on a reconnu que les communes rurales sont à l'os. Si vous voulez, vous prenez... C'est pas vous qui êtes les plus visés par les réformes, les mesures en cours. Écoutez, sur les communes rurales ne participeront pas. On reconnaît qu'un très gros effort a été fait. Vous savez, la dotation de fonctionnement, prenez une commune de 200 habitants, c'était 30 000 €. Aujourd'hui, elle est inférieure à 20 000 en général. Donc, quand vous avez 10, 12 000 € de moins sur un budget d'une commune rurale qui fait 200 000 €, quand vous êtes à 200 habitants, c'est à peu près ça, c'est énorme. C'est énorme, et qu'est-ce que vous avez dans ces communes? Un employé ou deux employés. Vous ne pouvez pas tailler dans les services, vous pouvez éventuellement réduire quelques heures supplémentaires ou des choses comme ça. Donc, voilà, les communes rurales sont plutôt satisfaites, l'association des maires ruraux est plutôt satisfaite de ce coup d'arrêt qui est mis sur les économies dans nos petites communes rurales. Il y a un mot qui parcourt tout ce débat, c'est la taxe d'habitation, bien sûr, oui. avec cette réforme. Avec un paradoxe, on a entendu beaucoup de choses très, très philosophiques sur le fonctionnement des collectivités, sur ce que ça va changer. Puis finalement, on n'a pas entendu beaucoup de maires pendant ce congrès des maires dire, en même temps, c'est quand même bien parce qu'il y a des gens qui vont payer moins d'impôts, qui auront un pouvoir d'achat en hausse. C'est quand même le paradoxe de... Est-ce que ça vous semble bien, cette réforme, Nathalie Kunders ou est-ce que vous voyez surtout l'argent que peut-être vous ne toucherez plus, que la ville de Dijon ne touchera plus? C'est un engagement qu'avait pris le président de la République, donc il le tient. C'est vrai qu'on estime pour beaucoup que c'était pas forcément un impôt juste socialement, puisque déjà une partie de la population ne la payait déjà pas. Et puis ensuite, alors là, on rentre vraiment dans l'aspect technique, mais il y avait les bases locatives à revoir, et en fonction des quartiers, ce n'était pas très juste. Donc c'est un fait, elle va être supprimée. C'est une bonne chose pour les contribuables. Pour autant, moi, ça me pose deux questions. La première, c'est alors l'État ne va pas compenser, mais va dégréver. Donc ça permettra effectivement aux collectivités territoriales de recevoir la même somme d'argent. Mais pour combien de temps ? Et puis la deuxième chose, c'est un impôt qui est payé par seulement 20% de la population n'est pas forcément un bon impôt. Donc c'est à terme. Et d'ailleurs, je crois que ça a été... parce qu'il a laissé entendre le président de la République. Après, vous savez, les gens ne sont pas dupes. À un moment, quand on supprime un impôt, il va bien falloir recréer un nouvel impôt à côté. Donc on sera vigilant, parce que si c'est pour supprimer d'un côté et refaire un impôt. Et puis enfin, c'est encore une perte d'autonomie fiscale de la part des collectivités territoriales qui vont encore plus être sous tutelle de l'État. Maintenant, juste, je voudrais répondre par rapport au logement social, par rapport à l'exemple que vous avez pris. Effectivement, il y a des offices, peut-être, on appelle avec des dos du dormant, avec des trésoreries qui n'investissaient pas. Et là, effectivement, on n'est pas d'accord, il faut les taxer. Mais je vais prendre l'exemple de Grand Dijon Habitat, qui n'est pas dans ce cas de figure et qui avait prévu, par exemple, l'année prochaine, d'investir 3,6 millions d'années pour rénover son parc social, pour faire de la rénovation énergétique, pour construire. Et finalement, l'État va prendre ces 3,6 millions d'euros pour compenser la baisse des APL. Et bien concrètement, ça veut dire que Dijon Grand Habitat ne pourra pas investir. Donc qui va payer ce non-investissement? C'est déjà les locataires, parce que c'est de la rénovation énergétique qui ne se fera pas, et c'est en même temps les entreprises locales, les artisans qui vont perdre de la commande publique. Donc... Pardonnez-moi si on élargit, est-ce que ce que vous décrivez sur les offices HLM, ce serait une émission en elle-même, mais vous parliez des bassins, de la gestion de l'eau. Est-ce qu'on n'est pas dans des couches empilées depuis un siècle dans le fonctionnement des collectivités françaises avec la création de toutes ces superstructures? Et est-ce que finalement, ce que le président de la République commence à faire, c'est pas vouloir remettre tout ça à plat, casser tout ça, Ludovic Rochette? Est-ce que les offices HLM issus des départements, issus des villes, enfin on sait qu'il y en a beaucoup en France, parfois en situation de concurrence, c'est un exemple. Est-ce qu'il n'est pas temps de revoir tout ça? L'inquiétude quand même aujourd'hui,
c'est qu'avec cette question de la taxe d'habitation, que ce soit à 80% ou à 100%, ça va être l'élargissement de la fracture territoriale. Ça va être une part de communes qui vont pouvoir s'en sortir parce que les populations sont aisées, parce qu'il y a des revenus annexes. Et puis, à côté de ça... Mais attendez, je ne comprends pas. Si c'est compensé, non. Où va être la différence? Ou alors expliquez-nous. Oui, parce que la grande différence, c'est qu'on va avoir des communes qui vont avoir des marges pour trouver d'autres ressources. On va avoir des communes qui vont, en fin de compte, avoir un budget qui va être complètement gelé par l'État. Je pense que le problème a été pris à l'envers. C'est qu'on est tous d'accord pour réformer la fiscalité locale. On est tous d'accord pour dire que le système, il est au bout. Et on est bien sûr volontaire d'accompagner le président dans ces réformes. Par contre, en prenant le problème à l'envers, eh bien, on va accroître les inégalités territoriales. C'est là où l'AMF, au niveau national, eh bien, souhaite que la réforme de la taxe d'habitation apporte à la fin eh bien, une autre fiscalité, il faut qu'on l'imagine. C'est ce qui a été plus ou moins annoncé, une réforme. Mais une fiscalité issue du local. Et pas décidée par l'État. Et ça, c'est indispensable pour que les territoires puissent continuer. Oui, c'est une perte d'autonomie quand même. Vous perdez la taxe d'habitation, les communes pouvaient jouer sur les taux, les réduire exceptionnellement, les augmenter parfois. Là, vous perdez une ressource fiscale sous maîtrise communale au bénéfice d'une compensation qui va ressembler à une dotation. Oui, c'est ça. Voilà. Donc ensuite, on dit dans 3 ans, d'ici 3 ans, on essaiera peut-être de mettre un impôt local à la place de cette taxe d'habitation qui a disparu. Bon, je veux bien, je pense que ça va être compliqué quand même de recréer un impôt nouveau dans les 3 ans qui viennent. Ça passe par une grande réforme. Ça sera pas simple. Non, mais moi, je pense qu'il faut remettre cette réforme dans la philosophie globale du gouvernement. On ne va pas recréer une taxe puisque l'objectif, c'est de baisser le niveau des dépenses publiques. On avait une dette publique importante, on avait une pression fiscale importante parce qu'on dépense trop en France. Par ailleurs, la taxe d'habitation, c'est un petit rendement, mais c'est un impôt extrêmement injuste. Quand vous êtes à Paris, vous ne payez quasiment pas de taxe d'habitation. Dans certaines communes rurales, vous ne payez pas de taxe d'habitation. Et c'est tous sur les mêmes. La réforme, là, est intéressante parce que 80% des ménages les plus aisés, dans la ville d'Autun, dont je suis le maire, ça va aller jusqu'à 86% des ménages. 86% des ménages ne paieront plus aucune taxe d'habitation. Et donc, on sera sur quelque chose d'intéressant. Et justement, on va remettre... dire aux 14% restants. Mais 14% vont garder le même impôt. Et c'est 2,5 millions d'euros qui reviendront dans la poche des contribuables autunois et qui seront réinvestis justement dans le commerce local, par exemple. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'on rétablit, au contraire, on rétablit une égalité de traitement entre les habitants de Paris, de la province, des villes, des centres-villes et des campagnes. Et par ailleurs, effectivement, on va vers une simplification. À terme, je souhaite également la fin de la taxe d'habitation et qu'on simplifie tout ce maquis fiscal, parce que, je le redis, effectivement, sur l'autonomie, on ne sait plus qui vote quoi, quel taux, le département, la région, les gens ne voient rien sur leur feuille d'impôt, c'est le maire qui est tout le temps responsable à la fin si ça augmente ou si ça baisse, qu'on remette chacun dans ses compétences. C'est toujours le maire qui est responsable. Voilà, qu'on remette chacun dans ses compétences, avec chacun des ressources claires, qu'elles viennent de l'État ou des taxes, et qu'on en finisse avec ces responsabilités croisées qui font qu'à la fin, plus personne n'est responsable de rien, les impôts augmentent et nos centres-villes sont en difficulté. Mais par contre, pour l'inégalité fiscale, elle existe au sein d'une même commune, suivant la date de construction du bâtiment. Oui. Mais l'inégalité fiscale, c'est aussi le foncier bâti, c'est aussi le foncier non bâti, c'est la cotisation foncière sur les entreprises. Donc, si on veut s'attaquer à ces inégalités, on attaque tout. Mais on commence par ça et on ne cible pas au départ une seule taxe. Ludovic Rochette et Jean-François et tout le monde, si je vous dis avec un peu d'humour que finalement, une partie de la droite n'était pas très à l'aise dans ce congrès parce que d'un côté, elle défend les maires, mais qu'elle est plutôt favorable aux réformes proposées par Emmanuel Macron. En fait, on ne vous sent pas dans une opposition hyper frontale aux mesures. C'est le cas ou pas? On est déjà dans un temps qui a changé, avec des rapports de force qui ont changé. François Baroin, il n'a pas déclenché le tir de barrage. Je suis assez surpris par votre question, parce que notre débat aujourd'hui, c'est bien de montrer que il y a quand même un clivage sur cette question de la fiscalité locale. À côté de ça, il y a des consensus généraux sur des réformes plus larges. Il serait où le clivage entre vous? Moi, je ne sens pas vraiment de clivage. La taxe d'habitation, vous êtes à peu près tous d'accord pour dire qu'elle est injuste et qu'il faut la réformer? On a peut-être des clivages déjà sur le passé, sur le fait que
on a demandé aux collectivités un effort que l'État ne s'est pas assumé à lui-même. Et que si aujourd'hui, il y a des efforts sur les comptes publics, ce sont les collectivités, ce n'est pas forcément l'État. Mais moi, je suis dans le présent, donc peut-être qu'il y a eu le passé, mais voilà, je suis dans le présent et dans le futur. Nous, ce qu'on dit aussi, c'est effectivement, les collectivités ont fait de nombreux efforts. On leur en demande encore, alors que la croissance ne justifie pas, et que l'État, quand vous regardez le projet de loi de finances pour 2018, ne va pas se les imposer non plus, puisqu'il est prévu un déficit de 13 milliards. Donc, c'est-à-dire, pourquoi demander des efforts importants aux collectivités encore plus l'année prochaine, alors que la croissance repart et permettez-moi, la croissance repart aussi grâce au quinquennat précédent. Emmanuel Macron a dit je serai jugé sur les réformes que je fais dans 1 ou 2 ans. Donc permettez-moi de dire que si la croissance repart, c'est aussi grâce au travail qui a été fait, même s'il y a de la confiance qui revient. Et ce qu'on demande, voilà, c'est aussi que l'État s'applique ses efforts à lui-même. Et le projet de loi de finances 2018 ne le démontre pas. L'État revient sous les 3%. On respecte nos engagements européens, ce qu'on ne faisait pas depuis même avant la crise de 2008. Donc l'État aussi prend sa part de responsabilité. Mais tout le monde doit prendre sa part. Et ce n'est pas au moment où la croissance repart qu'on doit dire justement « Ah non, c'est fini les réformes ». C'est justement quand on a un climat favorable, c'est plus facile de faire des réformes quand ça repart que de faire ce qu'on a fait pendant la crise où on a saigné à blanc les collectivités. À votre question, la tension, enfin, chez les maires ruraux, en tout cas chez tous ceux que j'ai rencontrés, est plutôt retombée à l'issue de cette semaine. Et pour répondre à votre question, le climat est plutôt plus favorable. Maintenant, évidemment, le gouvernement est attendu aux actes, et je voudrais reprendre ce que je disais tout à l'heure au début. Nous avons parfois l'impression que l'administration, par exemple sur ces questions de transfert de compétences ou tout ça, ressort systématiquement ces projets. Donc ce que l'on attend, c'est un véritable poids du politique, du gouvernement, des ministres, sur leur administration, pour que ne rejaillissent pas les vieilles lunes là, qui sortent régulièrement. Et nous avons des doutes là-dessus. Et je fais une proposition, nous faisons, l'Union des maires ruraux de Saône-et-Loire, une proposition au préfet, parce qu'il faut faire des propositions aussi, c'est que, pour améliorer le fonctionnement de la haute fonction publique, c'est que les stagiaires ENA, il y a toujours des stagiaires ENA à la préfecture de Saône-et-Loire, comme dans les autres, puissent faire un stage de 15 jours dans nos communes rurales. J'ai écrit au préfet sur ce sujet, et je pense que c'est quelque chose qui participe d'une démarche plus générale, mais qui est à suivre. Si ça marche. On évoquait tout à l'heure peut-être une réforme d'un certain nombre de structures. Est-ce qu'il n'y a pas... Et c'est ce qu'on sent quand les maires parlent de leur expérience, de leur vie quotidienne, de la difficulté aujourd'hui de le remplir. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un besoin à la fois de reconnaissance, de statut et peut-être de révolution dans les têtes? Moi, je me souviens d'une expression pendant les élections législatives, à propos, quand on parlait de la réserve parlementaire, qui était « il y en a marre de faire les mendiants ». Est-ce qu'on n'a pas obligé à un moment donné les maires à aller chercher des subventions, à aller les chercher auprès des députés, à aller les chercher auprès des conseils départementaux, qui quand même publient une longue liste de toutes les communes qu'ils ont gentiment aidées, mais on sent bien le lien de suggestion qui se crée là-dedans. Est-ce que vous, élus de petites ou de grandes communes, vous aimeriez pas avoir une forme d'indépendance nouvelle ou de reconnaissance nouvelle? Je ne dirais pas forcément lien de suggestion ou de hiérarchie, mais on perd un temps fou et du temps de cerveau et de l'argent à aller chercher des subventions à des échelons différents. L'idée, c'était justement avec la décentralisation que les communes sont en charge de, par exemple, les écoles primaires, les collèges, les départements, les régions, les lycées, pour faire simple, et les compétences économiques, les régions, et le social, les départements. C'est pas du tout ce qui se passe aujourd'hui, où le département finance n'importe quoi, la région finance des petits bouts à droite à gauche. On est toujours content de recevoir des subventions, mais les subventions croisées et le fait que tout le monde s'occupe de tout, ça nuit à la clarté et à l'action publique. Par ailleurs, qui est conseiller départemental, trépigne à côté de vous. Par ailleurs, justement, il y a la loi NOTRe que j'ai combattue, mais qui au moins aujourd'hui, disent que chacun fait, donc le département, la région ne peuvent plus faire n'importe quoi, c'est ciblé avec des champs de compétences. Quand vous faites un projet, vous construisez une place, vous rénovez une place, vous avez de l'argent de la région via l'Europe ou de la région elle-même, parfois du département, de la communauté de communes, de la commune, de l'État via la dotation des territoires ruraux. C'est du n'importe quoi. Nous passons des heures et des heures à monter des dossiers. Absolument. Quand on a un projet important, bon, il faut 4 ou 5 sources de subventions, effectivement, et à tous les niveaux. Bon, il y a les réserves de parlementaires qui viennent de s'en aller, mais c'est pas normal. On peut faire plus simple.
Bon, qu'il y ait 2 ou 3 sources, la région, le département, c'est imaginable, mais il y a trop le système est institutionnel, et notamment toute la question des syndicats, des pays, est sans doute à simplifier. La région pourrait travailler directement avec les communautés de communes. Bon, ça ferait déjà un élément de moins. En allant un peu plus loin, il faut une clarification là-dessus. Alors, on a compris qu'il y a même une réforme constitutionnelle qui se prépare éventuellement pour simplifier tout ça, dans les rapports aussi avec l'État. Il nous reste 2 minutes d'émission, donc vous allez tous les deux nous dire ce que vous en pensez. On sent qu'il y a des compétences qu'il faut simplifier. L'eau, l'assainissement, ce sont des compétences fondamentales pour l'avenir. Et là, on a un travail clair de simplification. Par contre, et elles ne doivent pas être transférées automatiquement. Cette compétence eau, assainissement ne doit pas, a priori, c'est obtenu, à suivre. Il n'est pas normal que la loi NOTRe ait prévu un transfert automatique de cette compétence. 20% plus 20%, moi je vois que ça fait 60%. Quand on aura juste une collectivité, ça m'étonnerait qu'on arrive au même taux. Par contre, on est d'accord. Il y a des choses de simplification dans les démarches. Vous parliez des clivages. On parle aussi des emplois aidés. Voilà un clivage actuel qu'on a. Ce qui sera une émission complète. Nathalie Kunders. Oui, alors il faut peut-être... La vue d'une métropole là-dessus, sur ce sujet qui n'est pas le même. Une clarification, même si la loi NOTRe clarifie un peu sur les compétences. Maintenant, vous dites qu'il faut peut-être plus d'autonomie pour les communes, mais j'ai l'impression... Donc, on annonce une réforme fiscale, mais pour l'instant, j'ai plus l'impression que cette autonomie, on va la perdre, de par ce qu'on vient de dire, la perte de la taxe d'habitation, qui est peut-être une bonne chose par ailleurs. On va nous demander aussi, pour les 360 plus grandes communes, d'aller chaque année devant le préfet pour voir par rapport à nos budgets, si on est bien dans la fourchette. Donc voilà, maintenant, des fois, c'est important aussi qu'il y ait des financements croisés, parce que quand une métropole, quand Dijon construit un zénith, une piscine, ça profite à l'ensemble de la population. Donc il faut... Il y a la porosité entre les collectivités. Vous entendez la musique, c'est terminé. Je suis désolé, ce débat aurait pu durer beaucoup. Et il va durer encore, parce qu'il y a plein de réformes en cours. Merci à tous les 4 d'être venus sur notre plateau ce dimanche. Allez, au passage, un grand merci à vous qui nous regardez. Dimanche dernier, vous avez donné à l'émission sur les vins de Bourgogne sont-ils un produit de luxe, la meilleure audience de France et la meilleure de la saison. Merci encore, au revoir et bon dimanche.